Étant donné qu'au Cameroun, nous avons une partie dite anglophone et une partie dite francophone. Je passe la parole d'abord au professeur Nkonvondor. Avez-vous l'impression que cette interrogation sur les différentes obédiences est fondée? J'ai envie de répondre à votre question par la négative. D'abord parce que, pour moi en tout cas, il n'y a pas de Camerounais anglophones, il n'y a pas de Camerounais francophones. Faites les statistiques. Et vous me direz au Cameroun, combien de Camerounais maîtrisent la langue française? Combien de Camerounais maîtrisent la langue anglaise? On se débrouille. On se débrouille. À vrai dire, les langues les plus parlées au Cameroun ne sont ni le français, ni l'anglais. Comment pouvons-nous penser des institutions en nous accrochant à ces critères linguistiques qui est loin d'être pratiqué, qui à tout le moins n'est pas majoritaire au Cameroun? Au-delà de ça, comment pouvons-nous poser un tel débat en nous positionnant nous-mêmes comme défenseurs des cultures d'ailleurs, défenseurs des langues d'ailleurs, des langues étrangères, des langues du colon, des langues des esclavagistes qui nous ont opprimés, qui nous ont tués, qui ont versé du sang. Nous devenons les défenseurs de nos bourreaux. Et c'est pour ça que je vous ferai le message de reproche de mettre sur la table ce type de débat. Vous savez, professeur, est-ce un anglophone, est-ce un francophone? Attends, je vous relance. Vous savez qu'il y a un an, vous m'avez toujours fait le même reproche de mettre sur cette table de débat le débat ayant trait à la création d'un poste de vice-président. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Je mets mes tables sur la table de débat, faites très attention. Mais alors, il se passe que vous m'invitez, et je viens au débat, je vais vous dire ce que je pense. N'en souffrez donc pas. Je suis donc en train de dire ceci, que nous devions avoir honte, d'abord pour tout ce que je viens de dire là. Et de deux, comment, après tant d'années de recherche et de construction d'un Cameroun qui se veut un, nous soyons encore en train de différencier les Camerounais à d'un côté les francophones et de l'autre côté des anglophones, des Camerounais autochtones, des Camerounais allogènes. Oh, quelle autre imbécilité dans un État qui se veut. Même la constitution du Cameroun reconnaît l'autochtonie. C'est ce que j'ai envie de dire. Ils ont défini ce que c'est que être autochtone. Je n'ai jamais vu. Et le débat est là. Parce qu'il s'agit, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, sur le plan politique, et je le dis haut et fort, une imbécilité. Nous devons effacer ce genre de termes dans notre constitution allogène. D'ailleurs, je relance la question. Qui est autochtone où? En dehors des pygmées qui ont toujours été dans cet espace appelé Cameroun, Cameroun-Ouest, encore, je vous l'accorde, personne ne peut dire, parce qu'il faut bien qu'on le comprenne, il n'y a qu'une plante, il n'y a qu'un immeuble qui naît à un endroit et meurt au même endroit. Tout être vivant qui peut se mouvoir. Ils n'ont jamais traversé le monde bien. Je veux bien. Mais il faut savoir qu'on est quelque part et très souvent on va mourir à un autre endroit. Les peuples se sont toujours déplacés. Et lorsqu'on nous parle d'autochtone, c'est vrai, dans la recherche d'une définition juridique, on pourrait bien s'interroger. Peut-être en trouvant une date pour caractériser l'autochtonomie. On va donc prendre laquelle? Il y a une définition anthropologique de l'allogénie, de l'autochtonie. Peu importe, allons les chercher au Canada, allons les chercher dans le dictionnaire, mais nous voulons que... Et même aux Nations Unies, il y a une déclaration de l'Assemblée générale sur la protection des peuples autochtones. Je me moque de ce qu'on appelle peuple autochtone aux États-Unis n'a rien à voir avec
ce que nous considérons au Cameroun comme là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais je veux que vous dites qu'il y a des définitions. Il y a plein de définitions sociologiques, des définitions de ceci et de cela. Mais nous allons chuter. Qu'au Cameroun, sur le plan institutionnel, qu'on nous donne une définition de tout ce qui n'existe pour le moment nulle part. Merci. Parce qu'on en est incapable, parce que nous sommes embourbés dans une histoire que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là encore ce que j'appelle de la roubladise intellectuelle pour tenir tout le monde. Alors, moi j'ai envie de sortir de ce débat et pour dire simplement que nous avons au Cameroun, c'était bien dire, des communautés. Mais je dis ceci, sur le plan politique. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre dans la communauté? Puisque vous refusez le je peux faire qu'on en parle, mais je vais dire ceci. Qu'est-ce que vous mettez dans la communauté? Sur le plan sociopolitique, C'est la même chose. Ouais, que nous avons des groupes humains qu'il faut falloir sur le plan politique reconnaître. Et nous devons donc penser un système politique qui intègre tous ces groupes humains. Et tous ces groupes humains doivent être pris en compte dans l'exercice du pouvoir et naturellement, et pour rejoindre votre débat et votre question, doit être pris en compte dans tout système que nous mettrons en place de dévolution du pouvoir. Très bien. Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, les penseurs de notre politique venus de France ont estimé qu'il fallait aller chercher un ressortissant du Grand Nord Cameroun, Amadou Ahidjo. C'était stratégique. Il fallait intéresser le grand groupe du Grand Nord à la vie politique, à la constitution de la nation. Et je suis convaincu que si Ahidjo n'avait pas été président, celui qu'on allait chercher dans le Grand Nord, nous aurons des problèmes aujourd'hui avec cette partie du Cameroun. Lorsque Ahidjo quitte le pouvoir, il comprend très bien cela, sûrement conseillé par ses maîtres venus d'ailleurs, qu'il faut dans la stratégie de construction de la nation camerounaise céder le pouvoir à un chrétien, lui qui était musulman, à un chrétien issu de Cameroun. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Attendez, puisque les musulmans et les chrétiens au Cameroun sont tous des Camerounais, faux. Mais je vous ai dit qu'il y a des groupes humains qu'il faut prendre en considération dans la gestion des affaires politiques. Merci. On ne peut pas se passer de cela. Je vais finir donc par là. Pour dire que nous avons déjà eu un Camerounais venant du grand groupe du Grand Nord. Nous avons déjà eu Biya, issu du grand groupe de ce que nous pourrions appeler le Grand Sud. N'est-il pas grand temps, dans cette logique de consolidation de l'unité nationale, dans cette construction de notre nation que nous voulons, penser à un autre groupe? Je n'ai pas dit anglophone. Je soupçonne que je parle de contredit. Non, il n'y a pas de contradiction. Je parle de groupes du nord-ouest et du sud-ouest, ce que nous appelons institutionnellement nord et sud-ouest. Mais je ne parle pas d'anglophone. Parce que les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas anglophones. Ils ont leur langue là-bas. Ils ont leur culture là-bas. Et il faut penser à ce groupe humain. Je crois avoir répondu ainsi à votre question. Professeur Messanga Nyamding, si nous prenons le cas du Nigeria, bien que population du nord au Nigeria, soit également et celle du sud au Nigeria, soient tous, ou alors toutes ces populations-là du Nigeria, mais il y a une alternance, même si elle n'est même pas inscrite sur le plan constitutionnel. Lorsque le président de cette mandature est du nord, la deuxième mandature, le président devient du sud. Cette alternance existe de ce côté. Alors, revenons au Cameroun. Où nous parlons donc, on veut savoir si le poste de vice-président devait revenir à un anglophone ou bien un francophone. Est-ce que nous allons faire dans l'hypocrisie en faisant comme si ce problème n'existe pas au Cameroun? Les frères vivant du nord-ouest et du sud-ouest, de manière régulière et répétitive, nous ont fait comprendre qu'ils étaient marginalisés au niveau justement des postes. Moi, je prends position pour saluer un peu votre intelligence parfois ici. Parce que on juge le maçon aussi au pied du mur.
Vraiment, ce que vous dites est d'une pertinence inattaquable pour 2 raisons. D'abord parce que le Cameroun précolonial a existé. On me demandait, parce que souvent quand moi je viens sur un plateau, je fais un peu d'éducation populaire grâce à vous. Et quand vous allez visiter l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, l'existence des communautés de tout temps a été une réalité de chez nous. Alors quand vous revenez sur le Cameroun, on avait 4 aires culturelles. Tout à fait. Nous avions les Grassfields, les Betty, le grand groupe Betty et Caen, appelons ça élargissons comme on veut. Fang Betty. On a vu Fang Betty, on a eu maintenant le groupe sahélo-sahélien, et puis on a eu enfin le grand groupe Sawa. Tout à fait. Bien, alors lorsque les Allemands arrivent, allez voir le Cameroun précolonial. Je voudrais quand même de mémoire dire à ceux qui nous écoutent que c'est le 12 juillet 1884, effectivement, qu'il y a eu les accords germano-douala, qui engageaient le Cameroun. Le nom Cameroun va naître. Et c'est là où commence donc le processus d'assimilation de nos communautés. Effectivement, on parle de Sawaland, Bettyland, Grassfield et autres. Mais malheureusement, quand l'Allemagne perd la guerre, parce que vous savez que le statut international Il n'y avait du pas de Cameroun... Sawaland. Pardon? Il n'y avait pas de Sawaland. Si, je vous dis qu'il y en a fait. Je veux dire votre autorité. Il y avait le grand groupe Sawa. que vous lancez là. Et il y avait d'ailleurs, quand je parle même de Sawaland, c'est les Landers, je vous dis bien la période allemande. Mais avant eux, on disait souvent le groupe Sawa. Comme je l'ai dit, c'est les 4 R. Avant les Allemands. Alors oui, permettez-moi, oui, bien entendu. Non, parce je vous que dis bien je que le Cameroun comprendre. colonial, c'est 4 R Non. culturels. Retenons ça. Bon, Si, on continue. Si le commentaire allemand vous gêne, enlevons Landers. Ce n'est pas ça son problème. Son problème est ailleurs. Lui a des problèmes. Merci pour tout ça. Donc, c'est vous dire donc qu'on ne peut pas vraiment. Je crois que ça me fait. Je suis gêné parce qu'on couvre c'est mon ami. Et je mesure toujours, je n'aime pas l'embêter. Mais il sait que les travaux de notre laboratoire, pour voir sa qualité et droit. Je crois que tu as vu ces grandes résolutions. Lorsqu'on a eu la 7e assemblée du LAJP, il y avait à l'époque Kebembaï, il y avait le révérend Pervin, il y avait Dika Akwa. Ils ont reconnu qu'effectivement, les communautés faisaient partie des réalités propres aux sociétés africaines. Maintenant, ce qu'on peut tirer comme leçon, Mais je n'ai pas nié. voilà, ça me rassure, parce que j'ai eu peur à un moment donné. Mais Et d'ailleurs, ce ce que vous, les communautés linguistiques partant des réalités venues d'ailleurs. Oui, mais c'est-à-dire que, et c'est là où je vais continuer, lorsque vous faites bien d'évoquer le droit des peuples autochtones reconnu même par les Nations Unies. Tout à fait. On a par exemple des travaux énormes, ceux qui nous écoutent, parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, un professeur peut dispenser un cours, être sur un plateau et lui dire, hein, il faut lire les travaux, taper Alain Bissonnette, qui a fait des grands travaux sur le droit des peuples autochtones. Il s'est inspiré du Canada. D'ailleurs, tu as été à ces travaux avec le roi. Donc, à partir de là, on ne peut pas nier notre réalité historique, notre historicité, qui, du point de vue anthropologique, là, modestement, je le dis sur la base de nos propres travaux du laboratoire, je peux vous citer ici Isaac Nguema, qui est un grand chercheur grammaire, qui a créé le centre de recherche Bantou. Il dit bien que, effectivement, ce sont nos réalités propres. Ça veut dire que un anglophone au Cameroun, est-ce qu'il y a un anglophone? Du point de vue socio-anthropologique, ma faille ici, un anglophone, c'est un originaire de la zone du Cameroun qui, à un moment donné, du point de vue socio-anthropologique, a été colonisé par les Anglais. Tout à fait. Qu'il parle anglais ou pas, il y a cette historicité qu'il faut mettre en communion avec la construction et la reconsolidation de notre État. Un francophone, c'est un ressortissant camerounais qui appartient à une zone. Le fond en Non, permets-moi de terminer. est le même. C'est quel qui change. Bon, je vais te dire ce qui change. J'invite l'appellation francophone, anglophone, pour identifier des communautés camerounaises qui existent dans la réalité sociologique. Non, ce sont des identités plurielles. C'est-à-dire le pluralisme juridique que je crois. On peut aussi dire identité aliénée. Ou alors des identités plurielles. C'est-à-dire que on appartient à un groupe, on peut être Sawa et avoir une identité anglophone parce qu'on a un Sawa qui a été dominé par les Anglais. On
on peut être gracile. C'est le cas des ressortissants du Nord-Ouest à 90%. Et il dit qu'on est anglophone, tout simplement parce qu'on a une autre identité. À partir de là, je vais répondre à votre question. Merci, hein. Merci. Il faut comprendre que cette zone colonisée par les anglophones a une nouvelle identité. C'est ça que nous on appelle le pluralisme culturel. Les influences... Le vice-président à partir de là, devrait donc appartenir à quelle audience? à partir de là, il serait effectivement objectif que la poursuite de l'équilibre régional, qui est une vision de notre gouvernance endogène, reconnue dans les textes de la République, se poursuive. Bon, maintenant, si le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a certaines attributions et qui est conformément à l'article 10 de la Constitution, nommé par le président de la République, continue à exister, eh bien, on peut ouvrir la fonction. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des frustrations communautaires. Quand moi j'ai discuté avec beaucoup de personnes, des originaires du Nord, du Sud, du Centre et tout, on s'est dit, ah tiens, comment lorsqu'il s'agit d'un originaire du Grand Nord, qui arrive au Sénat, il est jeune, il est lucide, qu'on ne veut plus qu'il assume l'intérim, on vient donc créer un poste pour que le Nord ne pas... C'est de la roublade. C'est un débat qui existe. Ce n'est pas de la roublade. Mais si, ce sont des interrogations objectives de construction de l'État. Vous savez, nous sommes dans une université, roubladistes sont des mots de quartier, j'aime pas trop ça. Nous parlons aux étudiants, nous parlons aux gens qui veulent comprendre ce que les gens disent, les professeurs disent sur un plateau. Vraiment, je tiens à garder ma touche. Donc, à partir de là, je voudrais qu'on comprenne que cette approche équilibriste, organisée dans les nations, d'autres se disent que bien, maintenant, on a envoyé un ressortissant du groupe graphique à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que l'histoire aussi retiendra que c'est celui qui présidait l'Assemblée nationale, un graphique, qui a mobilisé une révision qui fait naître un premier ministre, un vice-président. Donc, votre question est intéressante. En cela, je pense, et c'est là où je rejoins maintenant Nkounvondo, il y a une dimension transcendantale qu'on peut affecter au poste. Là, je m'appuie sur des travaux encore d'un vieux chercheur, cette fois-ci africain, Guillaume Parou Chivunda, qui a écrit il y a une trentaine d'années, Essai sur l'État africain postcolonial. C'est-à-dire, il intègre dans cette vision les équilibres représentatifs qui peuvent consolider l'État. À partir de là, effectivement, si le président peut avoir deux choix, voilà, je vais le dire aussi avec autorité, le président peut avoir deux choix. Lesquels? Un, créer ce poste et y mettre quelqu'un qui a longtemps travaillé avec lui, quelqu'un qui connaît très bien et qui peut l'accompagner sans risque de dérapage, comme nous l'avons unanimement évoqué ici pendant ces 15-20 dernières années, où vraiment les gens ont pris le président pour un gaga, pour quelqu'un qui ne comprend plus rien et qui pouvait tout faire n'importe comment. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce jeu, l'opposition était en train de damer le pion au régime au regard des dernières élections présidentielles. Ça, vous allez jeter. Oui, au régime. Et le président apparaît une fois ici comme le Deus ex machina, c'est-à-dire le créateur de nouveaux dieux. Parce que là, il faut le dire, le président Paul Biya est en train de sauver le RDPC, qui, je vous assure, tel qu'il a été managé par ce secrétaire général, il partait à la bourde. Ne jouons pas aussi avec la vérité. Vous venez régler. Vous avez dit, et vous, qu'est-ce que je veux dire de vous? Vous voulez j'ai eu l'honneur, vous comprenez, que ça vous plaise ou pas, au moment où vous étiez dans l'opposition radicale, et que membre titulaire du conseil central. Je connais mes anciens camarades. Ça va? C'est pas un débat d'individu, s'il vous plaît. Allez, je profite le temps. Bon, donc, premier élément, le président aura un choix ouvert, pour moi, qui peut aussi être une bonne chose, parce qu'il a une vision. Après 43 ans... Le vice-président doit être de quelle obédience? Oui, je dis d'abord l'obédience d'une personnalité pondérée que le président connaît bien et qui peut bien porter... Anglophone ou francophone? J'ai dit quel que soit, sur ce premier point, quelle que soit son origine. Maintenant, le deuxième point, le président peut effectivement jouer, et là je réponds directement... Sur le jeu des équilibres. Sur le jeu des équilibres. Et là, objectivement,
En dehors de prendre une personnalité affirmée, confirmée, on voit d'ailleurs des gens, hein. Vous savez, je ne voulais pas donner quelques noms. Oh, si je le donne, c'est la mort pour ces personnes. Tout à fait. Mais vous savez comme moi, quand même, on a vu quand même quelqu'un se démarquer. Hein, je ne vais pas citer cette personne, et il serait intéressant pour moi d'ailleurs que cette personne occupe ce poste de je ne suis pas Paul Biya, et je ne dirai pas qui. Merci. Bien, maintenant, dernier point, le jeu d'équilibre. Dans le jeu des équilibres, on peut avoir la chance d'avoir un anglophone. Il y a des anglophones indiqués. Il y a des anglophones indiqués, je dis bien indiqués, et on connaît un homme pondéré qui est venu de l'Assemblée des Nations Unies, qui a été Premier ministre, qui était là, etc. Bien, et tout ça. Vous avez donc cité. Et puis, vous avez encore une dernière possibilité. Maintenant, reconquérir le Grand Nord. Et vous allez voir que dans le jeu actuel, l'extrême Nord, au moment où je vous parle, n'a pas de poste stratégique dans l'équilibre comme cela fut d'antan mis en place par le chef de l'État. Donc ça veut dire que on peut aussi s'attendre à voir un président Paul Biya dire mais très bien, au regard d'une élection présidentielle qui a été très mouvementée, l'extrême Nord ayant une population assez dense, j'ai quand même des personnes là-bas qui me sont fidèles. Et là, il peut prendre le ressortissant de l'extrême Nord. Très bien. Et tout ce que nous faisons là, c'est de la spéculation analytique. C'est compris. Et la spéculation analytique n'est pas interdite. Maître Nouga, nous sommes de temps en temps pratiques sur ce plan. Oui, je suis pratique. Le président de la République est francophone. Oui. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président du Conseil constitutionnel est francophone. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Est-ce que si nous avons encore un vice-président de la République qui est encore francophone, cela ne serait pas de nature à ce que nos frères anglophones disent encore, je vais parler comme au quartier, vous voyez alors, écoutez, nous sommes des figurants dans ce pays. Moi, il faut d'abord savoir, la considération sociologique du Cameroun n'est pas bonne. On considère le Cameroun comme des chrétiens et des musulmans, des anglophones et des francophones. Après, à un moment donné, le Grand Nord et le Grand Sud. Et le Grand Sud. Or, cette considération n'est pas véritablement anthropologique ni sociologique. Quand on prend le Grand Nord, il y a des communautés dans le Grand Nord comme les Baya. Parce que je voulais dire que moi je vais être plus concret que. Il y a des communautés dans le Grand Nord, à partir de la Damawa. Il y a les Baya. Les Mboum aussi. Il y a les Mvoum. Les Mboum sont autochtones. Et il y a les Mvoum. Mais on montre aussi, il y a les Massa. Il y a les gars de Rumsiki. Les Moundam et tout ça, oui. Quand on considère la distribution du pouvoir, vous n'allez pas voir ces gens. Pourtant, c'est de très grandes communautés. Hein. Les Mvoum, par exemple. Les Baya, par exemple. Vous n'allez pas les voir. Mais on considère le Grand Nord parce qu'en réalité, ça satisfait certaines personnes. Ou alors c'est une visibilité islamique. Quand on revient vers le Sud, parce que justement, lorsque vous prenez dans le Grand Nord un musulman, vous savez bien que les Peuls revendiquent l'islam comme étant leur propriété préalable. Quand on regarde le Grand Nord, vous prenez un musulman, les Kirdis, pour appeler le nom générique, qui rassemble ceux qui ne sont pas musulmans, là, ils n'ont pas de place. Vous ne verrez pas un Baya, un Giziga là-dedans, ou bien, bon, ils ne sont pas là. Pourtant, ce sont des Camerounais qui également, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, surtout les communautés comme les Tupuri, par exemple. Si nous prenons cette analyse. Non. Cette analyse Oui. Parce qu'on peut également ce genre de communauté dans le Grand Sud. On a trouvé Je viens. C'est pour ça que la notion de communauté doit être entendue. Parce que quand on parle par exemple des Sawa,
On peut effectivement constituer... On va exploser ici maintenant. On peut effectivement considérer une communauté comme Sawa. Qui comprend quoi? Qui comprend les Mbo, les Bassa, les Douala, les Bakweri, les Bakosi, les Bakoko, les Yabassi. Il y a les bêtises de ce côté-là. Et oui, il y a même des étoiles, il y a des émigrés. On parle de... Non. Il y a des étoiles de Ngoglito Bata. Alors, il y a des étoiles. Chers amis, non, attendez, nous nous éloignons. On ne s'éloigne pas. Nous nous éloignons. Nous restons au niveau de l'anglophonie et de la francophonie. Qui doit être vice-président? Je répète. Le temps nous tient. Je rejoins le professeur Nkouvondor. Oui. On ne doit plus considérer le Cameroun en termes d'anglophonie. Est-ce que nous ne faisons pas là dans l'hypocrisie? C'est pas de l'hypocrisie, c'est pour ça que j'analyse. Comment devons-nous considérer le Cameroun? On ne peut pas considérer le Cameroun en termes de musulmans chrétiens, en termes d'anglophones francophones, en termes de sudistes nordistes. Cela signifie donc que cette considération coloniale, laissez-moi terminer ça. Cela signifie donc que j'ai listé certaines hautes personnalités de la République tout à l'heure. Alors, si à un moment donné, toutes ces hautes personnalités parlent français, peut-être pour vous plaire, pour faire des parles français, pour ne plus dire francophone, ce sera bien. Non, au niveau de ce que c'est le jeu d'équilibre. C'est pour ça que je voudrais continuer pour dire. C'est pour ça que je dis, si nous considérons les communautés, nous allons justement, pourquoi on doit parler français ou anglais au Cameroun? C'est un autre débat. Oui, c'est justement, c'est là où nous allons arriver. Nous allons arriver là. Pourquoi on doit, parce qu'on considère les Camerounais en termes d'anglophones et de francophones. Ce qui est faux. Et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, parce que quand on prend un anglophone, par exemple, si on avait pris Frondi quelque part, en réalité, ça veut dire qu'on a pris les Tchang ou bien les Mbouda d'à côté. Mais il va servir sa communauté qui est aussi bien anglophone que francophone. Et pourtant, on dira que c'est un anglophone. Comme si sa communauté Mbouda de l'autre côté est exclue. C'est pour ça qu'il est important de reconsidérer la notion de communauté au Cameroun. Alors, on va commencer ici, Maître Nouga. Le prochain vice-président peut être francophone et ça ne créera aucun problème. D'accord? D'accord. Ça créera un problème parce que l'État Madame Albega, vous avez la parole. Si j'abonde dans le sens de Maître Nouga, qui a parlé des communautés, je peux aussi me plaindre. Quand on parle de la Léquier, on pense que c'est les étoiles. Moi, je suis Manguissa. Et notre communauté est inférieure. Maintenant, je vais revenir sur le sujet. Tu es bien accueilli chez eux. Je suis accueilli chez moi. Ça peut être un gars qui s'appelle c'est une minorité. Non, je suis sur le sujet. S'il vous plaît, Madame Albega. Je vais dire ceci. Moi, je vois le débat sous l'aspect des 4 aires géographiques. Mais c'est faux, cette histoire des 4 aires culturelles du pays. C'est quelque chose de faux. Si on prend le débat sur la base des 4 aires culturelles du pays, on ne parlera ni de francophone ni d'anglophone, mais on parlera des aires culturelles. Donc, parce que déjà, il n'y a pas une langue autochtone camerounaise qui s'appelle le français, ou alors une autre qui s'appelle l'anglais. Il y a des pays qui ont instauré les langues nationales. Je vais prendre l'exemple du Sénégal. Voilà. Le Sénégal avec le Wolof. Le Rwanda. Tout le monde parle le Burundi. Wolof là-bas. C'est le cas du Cameroun? Non, je n'ai pas dit que c'est le cas du Cameroun. Je veux dire que dans certaines nations, dans certains pays, on a imposé une langue nationale. Et on en parle au Cameroun, pourquoi? Oui, on a instauré une langue nationale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues comme chez nous au Cameroun. Mais nous n'avons pas pu, ni le président Aïjo, ni le président Biya n'a réussi à imposer une langue que tous les Camerounais parlent. Il n'est pas tard. Non, mais on est en train d'implémenter les langues nationales au niveau des programmes scolaires. Mais on a pris les langues dans chaque pays. Donc je veux dire que pour moi, s'il faut reconfigurer
la distribution des postes, chaque région et chaque communauté revendique quelque chose. Tous ceux qui parlent anglais, qu'on considère comme anglophones, ne sont pas de la même tribu, par exemple. Et si on considère le débat dans ce sens, ça veut dire que en imposant, si on considère le débat dans ce sens, en voulant imposer au président de la République comme les postes tant, mais il y a un premier ministre qui parle, qui est anglophone. Et moi, je vais vous dire, il y a combien de francophones? Si le premier ministre parle anglophone, j'ai une famille, il parle anglais, j'ai une famille à Tiko, hein. On a les plantations là-bas. Les gens de chez moi en Kolé Bassimbi, ils ont les plantations là-bas, les cacaoyers. Donc ils sont autochtones là-bas à Tiko, à Moutengen. Ils viennent au village, au Dey, mais ils sont installés là-bas depuis des décennies et ils repartent chez eux. Donc pour dire que nous sommes tous des Camerounais. Donc chaque région revendique quelque chose, comme chaque tribu. Je vous parlais de ma tribu, les Manguissa. Quand on vient dans la Légué, on ne sait pas que nous existons et on pense que... Alors, je vous pose une question, hein, Madame Abega, gardez le microphone. Nous sommes tous des Camerounais. C'est bien beau de le dire sur un plateau de télévision, c'est d'ailleurs très joli. Alors, pourquoi ça fait toujours problème lorsqu'il y a les résultats, les NAM, les gens s'élèvent pour dire que, bon, sur 100 admis, ou bien définitivement admis, il y avait 80 petits. Et ça crée un tollé. Bon, je n'ai jamais administré le concours de l'ENAM. Nous sommes en train de parler de la distribution des postes. Pour moi, la logique voudrait que qu'on considère les aires géographiques. Parce que si on demandait à ceux qui parlent les deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest, si on leur demandait maintenant de former un pays, je ne pense pas qu'ils seront d'accord. Donc imposer au président de la République que comme le président est francophone, il faudrait que le vice-président soit francophone. Ça veut dire que on va reconfigurer le pays dans le fédéralisme.